Quelles sont les dynamiques et interactions dans une équipe sportive en particulier? La confiance est-elle dépendante de ces dynamiques et interactions? Ce sujet vous intéresse? Nous poursuivons ces causeries du sport consacrées à l'exploration mentale en nous intéressant à la question de la confiance en équipe. Éric Lacroix, coach sportif, préparateur physique et mental, professeur et directeur du service des activités physiques et sportives de l'Université de La Réunion, nous éclaire sur ce sujet. Maintenant, restez avec nous. Et nous poursuivons donc ces causeries du sport consacrées à l'exploration mentale et nous abordons la question de la confiance en équipe. Et pour cela, nous retrouvons Éric Lacroix. Bonjour Éric Lacroix. Bonjour Christophe. Alors merci d'être avec nous. Vous nous avez préparé dans la suite de cette série qui va bientôt devenir une saga sur l'exploration mentale, la question de la confiance en équipe. Et on sait ô combien ce sujet est important pour les sports collectifs, entre autres, mais pas seulement. Alors, pour introduire cette causerie, vous avez prévu de nous proposer une citation de Phil Jackson. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une citation, mais avant toute chose, il serait intéressant de parler justement de cette causerie et d'évoquer que la thématique, c'est vraiment construire et soutenir la confiance au sein des équipes sportives. C'est-à-dire il y a quand même une thématique, vous voyez, aiguillée sur le côté de la construction et du soutien. La confiance individuelle, on l'a vu, mais on va sur un champ là qui est sur le versant collectif, et là on s'avance dans des choses beaucoup plus complexes et systémiques. Donc ça c'est important. Et vous évoquez aussi le côté de la citation, effectivement, on le voit bien. Phil Jackson, lui qui est un ancien joueur-entraîneur de basketball américain, qui a, on va dire, été un des plus grands coachs internationaux en NBA. Une phrase toute simple, en fait. Vous voyez, la force de l'équipe est chaque membre individuel, mais la force de chaque membre est l'équipe. On pourrait dire que c'est pas le total n'est pas la somme des parties, vous voyez. C'est plus que ça. C'est le collectif, il va émaner justement de ce mélange systémique entre les personnes, entre les joueurs. Et c'est ce qui va créer justement un climat qui peut être de confiance ou de défiance aussi parfois. Alors, vous avez choisi cette citation et pourtant, elle ne parle pas de confiance en équipe. On a vu dans une causerie précédente, on parlait de confiance en soi. Il est évident que la confiance, et sûrement la confiance en équipe, peut dépendre aussi des confiances individuelles de chaque membre de cette équipe. Mais la force de chaque membre est aussi l'équipe. C'est-à-dire qu'une équipe qui serait très confiante en elle-même, oui, eh bien, ferait que chaque individu pourrait aussi développer et améliorer sa confiance individuelle. Exactement, c'est le versant que je viens d'évoquer, c'est-à-dire sur le côté de communication et relationnel, et qu'à un moment donné, le collectif n'est pas du tout... Il ne faut pas réfléchir à la confiance du collectif comme la confiance de l'individu. Il va y avoir des individus qui vont être confiants, qui vont montrer leur auto-efficacité, etc. Mais ils participent aussi à un milieu collectif, d'un projet collectif. Et notamment, on le voit dans les sports co. On peut faire un peu cocorico, on est très très fort. On a eu plusieurs titres olympiques dans différents sports collectifs. On peut dire que ça a bien fonctionné parce que justement, il y avait une force collective, une force de confiance qui s'est installée au fur et à mesure des poules, des demi-finales, des quarts de finale, des demi-finales, etc. Mais aussi, on a été champion du monde de sur football. Le football, par exemple. Ouais, par exemple. Donc, mais après, on va voir aussi que ce qui est important, c'est l'introduction justement dans cette équipe. Il y a cette notion aussi en parallèle de coach ou de préparateurs qui vont intervenir pour aussi construire, on l'a vu, c'est la thématique, la construction de la confiance. Alors, construire et soutenir la confiance au sein des équipes sportives. Petite question malgré tout, on parle d'équipe, ce n'est pas forcément uniquement que les sports collectifs. Prenons par exemple nos champions de judo, on peut parler d'une équipe de France, on parle d'une équipe de France de judo, et pourtant, au moment où effectivement ils mènent les combats sur le tatami, ils sont seuls. Oui, il y a une notion de contagion un peu, on pourrait parler de ça, un peu virale aussi, c'est-à-dire que les effets de la confiance peuvent être contagieux. C'est-à-dire qu'on sent que cette confiance collective crée de la force en fait. Il y a une force.
qui va être basée justement sur des croyances individuelles à l'intérieur de l'équipe et en même temps une croyance, on va dire, génératrice, qui n'est pas forcément prononcée parce que chacun va l'avoir individuellement, mais va créer comme une sorte d'âme, vous voyez, collective, qui va créer une sorte d'âme de confiance au bout du compte. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, dans cette introduction de la confiance d'équipe, c'est vraiment là ce que je mets en premier, c'est la conviction partagée. Vous voyez, c'est-à-dire il y a une conviction, c'est ça, c'est un petit peu ce côté parmi les membres d'une équipe, que finalement chaque individu va agir de manière prévisible et fiable afin de rentrer dans l'objectif commun de cette performance collective. Donc c'est subtil, mais au bout du compte, on va dire que c'est un peu des pièces de puzzle qui vont se mettre en place. Chacun a sa place. On peut le retrouver aussi dans l'entreprise, évidemment. C'est pas tout le temps le cas, mais il y a un rapport de leadership qu'on verra aussi qui est important. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde puisse trouver sa place. C'est-à-dire que si on met quelqu'un de côté, automatiquement, on l'a vu notamment dans une causerie sur le désir mimétique, la rivalité mimétique, je vous rappelle, et le côté obstacle. Si on met quelqu'un comme obstacle dans l'équipe, on va détruire ce qu'il est, ce qu'il a, mais il ne fera plus partie du collectif. Donc, il ne participera pas à la notion collective. Et ça peut créer des conflits, et ça peut créer aussi, vous voyez, une sorte d'échec au bout du compte de la performance collective. La performance collective, on l'a d'ailleurs observé à très très haut niveau dans l'histoire de certaines équipes nationales. Oui, et puis si toutes les personnes se sentent concernées, c'est-à-dire à un moment donné, elles sont positionnées de telle manière elles sentent qu'elles vont participer à la réussite collective, eh bien, elles vont prendre plus de risques. Donc la prise de risque, elle est liée aussi à la confiance. Vous voyez, donc on croit en soi, on est auto-efficace, donc on va peut-être un peu plus prendre de risques, on va se lancer, on va aller plus vers le côté du défi, etc. Oui, l'humain dans sa projection pour le collectif, ça c'est vraiment une vraie question. Agir de manière prévisible et fiable, ça c'est un point important, ça. Oui, alors prévisible, alors la prévision, je vous rappelle, notre cerveau il est prédictif. Donc, il faut faire quand même des plans stratégiques et essayer de s'y tenir, mais aussi de s'adapter. On va le voir que l'adaptation, c'est aussi l'intelligence dans le côté collectif. C'est-à-dire la prédiction et la fiabilité, c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement. Aussi bien par le coach, par le manager, etc. Mais toutes les personnes autour du staff. Il y a un staff collectif qui va permettre de faire monter un peu la sauce. Et puis, on a des ingrédients, mais derrière, les ingrédients, pour faire une bonne recette, il faut que... Mais se sentir en sécurité pour prendre des risques, ça fait partie des ingrédients bien sûr. Extraordinairement importants. Oui, parce que il y a un degré aussi on revient à cette notion de stress. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne se sent pas en sécurité, il peut y avoir un côté émotionnel finalement basé sur cette version d'anxiété on n'est pas sûr, voilà, il y a trop d'incertitudes et on rappelle les 4 secteurs du stress quand même. Le manque de contrôle, l'incertitude, la nouveauté et l'estime de soi. On est en plein dedans. Et donc, donc on a vu, là, vous nous avez introduit cette notion de confiance dans l'équipe. On voit à quel point elle est importante. Alors, quel est le rôle de la communication dans cette confiance en équipe ? Alors, faut évoquer que le milieu sportif, c'est un contexte qui est riche, unique et saillant pour étudier justement les dynamiques sociales. Donc, le rôle de la communication est fondamental, c'est-à-dire comment, à un moment donné, dans l'équipe, on va communiquer avec eux. On le voit bien, par exemple, là, on est peut-être en mi-temps d'un match, vous voyez, le coach ou le manager va venir et puis il va discuter. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Les mots, la sémantique va être importante. Donc, finalement, on se rend compte que la communication peut jouer aussi un rôle clé dans le renforcement de la confiance. Si on a un discours un peu mou ou alors assez négatif, mais ça dépend en fait. On peut avoir des discours assez surprenants, tout peut être contextuel, je vous rappelle, le contexte est important.
eh bien, ça peut amplifier ou faire descendre finalement la confiance au sein de l'équipe. Hein, parce que, alors, c'est vaste le sujet, mais une communication efficace, je le mets, hein, c'est que c'est pas que de transmettre des infos, mais c'est aussi de l'écoute aussi des joueurs. Il peut y avoir à un moment donné un leadership ou des personnes qui vont s'exprimer, on va les laisser pour peut-être enlever certaines ambiguïtés ou résoudre des conflits. Voyez, ça, par exemple, on l'a vu beaucoup, par exemple, avec l'entraîneur Onesta dans l'équipe de hand, qui a parfaitement joué là-dessus, sur cette communication, notamment qu'elle soit verticale, horizontale ou feedback bouclé. C'est-à-dire qu'il a laissé une sorte de co-construction. Ce mot-là, on l'entend un peu partout, mais là, elle était vraiment fondamentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il pouvait avoir différentes communications. C'est-à-dire, lui va peut-être parler avec certains joueurs parce qu'il a besoin de résoudre des conflits ou des questionnements qu'il a dans le positionnement. Et puis après, il va laisser les joueurs entre eux communiquer. Ça, c'est fondamental. Dire qu'il y a des leaderships dedans et puis il y a des égos. Mais en fait, en mettant un objectif, un projet, etc., on leur dit, allez-y, il y a ce projet-là, de toute façon, vous en êtes responsable. Donc, il y a une sorte aussi de responsabilité vers un projet qu'on construit. Et puis, il faut quand même, dans cette communication, qu'il y ait un feedback aussi. Hein. Donc, des feedbacks, le côté, ce qu'on appelle feedback bouclé, c'est vraiment des joueurs vers l'entraîneur aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'aspect collectif, on va dire, OK, mais là, vous voyez, ça ne se passe pas comme souhaité. La co-construction, l'écoute de l'entraîneur est fondamentale. C'est-à-dire, ils ont peut-être des idées très, très intéressantes, finalement, sur le coaching, sur la mise en place du collectif. Donc là, effectivement, vous avez décrit les 3 modes de communication, verticale, horizontale, avec le feedback bouclé. Donc on voit à quel point c'est important, mais ça nécessite des compétences pour les coachs, pour les entraîneurs, quand même, qui s'apprennent, j'imagine, pas seulement sur le terrain. Il faut aussi, j'imagine, est-ce qu'il y a des formations pour les personnes qui nous écouteraient pour apprendre justement à communiquer efficacement avec une équipe dans le cadre d'un coaching sportif ? Alors, on est sur des profils souvent de personnes qui vont être dans l'action, sur le terrain, avec l'expertise. Et puis, mais on sent que... on parle d'intuition, par exemple, mais l'intuition, en fait, c'est beaucoup d'inconscient. Enfin, c'est beaucoup finalement, d'expériences inconscientes. Toutes les expériences qu'on a pu avoir en tant que joueur, après en tant qu'entraîneur de pas mal d'équipes, fait que finalement, on va créer cette sorte d'intuition, mais c'est vraiment l'expérience aussi. Et on amène quelques innovations. Mais ce qui est important, c'est qu'on le voit bien, souvent les coachs, les grands coachs sont aussi recrutés dans des entreprises, parce qu'il y a cette aura aussi de co-construction, d'écoute, de participation active. Et voilà, ce qui est important aussi, cette notion de leadership, c'est-à-dire vous avez trois pouvoirs, entre guillemets, le pouvoir hiérarchique. Là, on est en plein dedans sur la confiance, c'est-à-dire le pouvoir de compétence, et il y a aussi un pouvoir d'influence. Le vrai leadership, il a les 3, mais en fait, ce qui est très important, c'est celui d'influence. C'est-à-dire, il va influencer les personnes à se rendre responsables eux-mêmes du projet collectif. Et un joueur, par exemple, peut me dire « Hey, les gars, ça va pas, hein. » Il va jouer le rôle, même presque de l'entraîneur. Ça se passe pas comme ça, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Et là, le coach, l'entraîneur, il a gagné. Tout un programme pour l'entraîneur. oui, mais alors vous me demandez s'il y a des formations. En fait, c'est vraiment quand même avoir les 3 pouvoirs, les 3 autorités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même être un bon leader. On va dire, on est quand même, à un moment donné, l'entraîneur, il faut rester à sa place. Il faut quand même montrer les compétences. Il faut quand même avoir un passé... Il faut avoir une expertise dans le domaine. C'est-à-dire, si on fait du hand, il faut savoir jouer au hand, avoir toutes les stratégies collectives. Mais l'influence, c'est là où c'est intéressant que le coach va mettre sa patte, en fait. Comment il va pouvoir influencer l'équipe à aller vers le projet collectif et d'être en confiance, justement, sur ce projet. Alors, la confiance en équipe, cette thématique, on le voit, elle est vaste, c'est compliqué, elle est multidimensionnelle. Et une des grandes dimensions, ce sont les interactions sociales qui semblent capitales dans ce système de construction de la confiance en équipe.
Oui, on a besoin de toute façon, à un moment donné, de se sentir soutenu. Ça veut dire aussi, on parlait dans la confiance, on parlait de l'estime et dans l'estime de soi, de pouvoir, entre guillemets, pouvoir s'aimer, avoir voilà, une estime en s'aimant et en ayant une bonne image de soi. Mais il faut aussi elle soit, entre guillemets, par ce que j'appelle moi le biais de réciprocité qui est fondamental dans beaucoup de domaines et même dans la vie. Mais le biais de réciprocité, c'est qu'à un moment, il faut être capable de se dire, OK, moi, je vais laisser un petit peu l'ego. Je sais, je suis efficace, machin, mais je vais peut-être écouter l'autre et puis je vais le soutenir. Et ces petites choses qui vont être dites, on va encourager à un moment donné sur un geste, bravo, ceci, quelqu'un qui en a besoin, ça va certainement renforcer voilà, ce côté collectif. Il va dire, ah tiens, il ne pense pas qu'à lui. Parce qu'on peut avoir des égos très très forts dans les sports co notamment, parce que quand on commence à être payé très cher dans des équipes de foot, par exemple, ou, pour ne pas le citer, mais il peut y avoir des égos surdimensionnés. Est-ce qu'il y a à un moment donné un soutien social? Est-ce qu'il est sincère, authentique? Voilà, il y a vraiment un côté du soutien social, mais pas que. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit bien qu'il va engager les encouragements mutuels parce que ça va provoquer des émotions. Voilà, on va aussi, soit en tant que coach, soit aussi en tant que joueur dans la co-construction, valoriser les efforts, les réussites, etc., qui vont renforcer justement les sentiments d'appartenance et d'auto-efficacité de l'autre. Parce qu'on a vu que la confiance en soi est construite sur l'auto-efficacité, mais on peut aussi en prendre de l'auto-efficacité des autres. De dire, si une personne vous dit dans l'équipe, ah ouais, génial ce que tu as fait là, sur la technique, etc., et même moi je vais prendre, je trouve ça bien, ça vous fait du bien, ça conforte aussi du fait que ce que vous avez travaillé, vous êtes efficace et en même temps, on vous l'a dit, et c'est important. Donc ça va avoir un impact émotionnel, évidemment, des interactions plutôt positives. Alors on n'est pas totalement dans la psychologie positive, mais quand même, quelque part, il y a un effet positif sur ces sentiments, et le ressenti est important. Parce que le versant émotionnel, on l'a vu, il est fondamental. On va intellectualiser, mais il y a besoin d'émotionnel. Et ce sentiment, justement, d'intuition, etc., qui va venir se nourrir, vous voyez, justement, d'enlever ces sentiments de solitude, d'isolement, d'augmenter des sentiments de sécurité, de confiance. Et l'équipe, c'est ça. Ça peut être cruel, une équipe. On peut être mis de côté, rejeté, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, un vrai collectif, c'est de trouver justement une systémique où tout le monde trouve sa place et où on la donne aussi à chacun, ce qui permet justement, là, au niveau des interactions sociales, d'avoir une résilience, on l'a vu, accrue pour l'équipe. Parce que c'est vraiment une composante clé vraiment de l'amélioration continue. Donc, vous voyez que les interactions sociales construisent vraiment la confiance de l'équipe. Donc, on peut dire oui, l'équipe a la confiance, elle a gagné, etc. Mais on ne se rend pas compte de tout le travail qui a été fourni à l'entraînement avant. C'est tout le travail qui permet, d'un moment donné, de permettre à une équipe d'être performante, au-delà des performances individuelles des joueurs, que l'équipe, en tant que collectif, puisse être performante. Donc ça, ces interactions sociales, on le voit, très très importantes, qui d'ailleurs nous ramènent sur les émotions dont vous parlez dans le cadre de cette série, toujours, tout le temps, oui, les émotions. On parlait si on parle, il y a pas mal d'hormones et de neurotransmetteurs notamment. On les rappelle, mais on a le versant finalement soit un peu aversif, cortisol, adrénaline. Après, on pourra y revenir aussi dans d'autres causeries, mais il y a ces versions aussi, on va dire, attractives. Et dans les versions attractives, il y a le côté de l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est quand même l'hormone de l'amour, du côté du lien social, etc. Et on a besoin, à un moment donné, de dire, ça fait du bien de sentir que, ouais, bravo, c'est chouette. Voilà, on a besoin dans l'équipe. Si à un moment donné, on est toujours rejeté, là, le coach, il a quand même quelque chose à mettre parce qu'on voit que la confiance de la personne, déjà le joueur, peut être affectée. Et en même temps, ça va aussi affecter le collectif, évidemment. Alors, vous souhaitez donc du coup nous proposer un exemple de stratégie collective psychosociale.
Vous avez préparé pour ça une diapo qui est assez explicite. Oui, alors j'ai repris sur une référence qui est faite dans une formation de préparation mentale avec un préparateur mental d'un sport collectif dans le football, notamment Gérard Baglin. Gérard Baglin qui est coach mental, qui a une approche assez intéressante puisqu'il amène aussi à poser des questionnements avec beaucoup de brainstorming, très participatif de l'équipe, notamment avec des petites cartes. Voilà, des cartes où les gens choisissent des cartes avec dessus des dessins qui, dans le côté imaginaire, dans le côté de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, voilà, etc. Qui va amener finalement à une co-construction vraiment très, très participative avec des mots derrière sur lesquels les joueurs ont participé. Et c'est fondamental, c'est-à-dire que lui, il est au centre de ça, il va initier cette démarche. Et on va voir qu'il va se dégager plein de concepts, plein d'idées. Vous voyez, on voit un sens de la fête, gestion des compétences, etc. À l'intérieur de quoi il y a des mots très forts sur lesquels les joueurs ont travaillé et qui amènent, vous voyez, un versant très positif. Donc c'est une stratégie collective, ce qu'on appelle psychosociale, c'est-à-dire vraiment... Le côté psychosocial, c'est vraiment le côté de la systémique, des idées, des personnes, etc., qui mettent en place un projet pour aboutir à un projet, un objectif, etc. Il a, pour le coup, au centre, l'équipe gagnante, avec l'ensemble des concepts qui semblent être les valeurs qui sont dégagées de cet atelier pour pouvoir mener une équipe gagnante. Donc ça, c'est Et c'est un projet, on va dire, je vous coupe, mais très très important parce qu'il est défini vraiment à l'instant par l'équipe. Donc ils se l'accaparent. C'est ça qui est important aussi à évoquer. C'est-à-dire ils le prennent, c'est eux qui l'ont construit. Alors, donc ça, c'est vraiment des ateliers intéressants. J'imagine qu'ils sont accessibles et vous avez la référence dans la diapo de Gérard Baglin. Donc, vous avez parlé de leadership. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du rapport entre le leadership et la confiance, notamment la confiance en équipe? Alors, on a parlé des pouvoirs tout à l'heure qu'on pouvait avoir en tant que manager, entraîneur, coach. Quelque part, un manager, c'est un peu obligé d'être un leadership à un moment donné. Parce qu'il est obligé d'avoir certains pouvoirs pour faire fonctionner l'équipe. Donc, le pouvoir hiérarchique, c'est qu'à un moment donné, un manager peut dire « Oh, je suis le manager et c'est moi le sélectionneur, je fais ça, ça, ça. » Sauf que ça marche pas. Ça va peut-être pas marcher. Et notamment, plus on va sur le haut niveau, plus on se rend compte que ça peut pas fonctionner. Donc on va après, je suis un ancien joueur de football, par exemple, sélectionneur en ce moment de l'équipe de France de football, on le sait bien, c'est un ancien joueur. Donc il a la compétence, on reconnaît sa compétence. Il est reconnu. Mais quelque part, ça va pas être suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette notion de leadership, elle va aussi, normalement, elle va diriger, ok, on l'a vu, mais ils doivent inspirer et motiver parce que c'est là que la confiance, justement, va pouvoir prospérer. C'est-à-dire quelqu'un qui va influencer, ça veut dire que ses choix vont être faits de telle manière que les équipes vont avoir des résultats. Alors, quand ils vont peut-être gagner un match ou un deuxième, etc., la confiance va se réinstaller. C'est vrai que c'est difficile quand une équipe, à un moment donné, on imagine un manager, il arrive, et puis que les équipes perdent. On est sur les locus de contrôle qu'on a évoqués. Oui. Est-ce que c'est des choses du hasard où l'équipe est beaucoup plus forte en face, ou alors c'est notre ressort du locus interne, c'est nous qui avons mal joué, etc. Et là, il y a une grosse analyse de faire peut-être un mea culpa, peut-être aussi du sélectionneur ou du leadership. De dire la vérité, de dire à un moment donné, là, on n'a pas été bon, et là, j'ai pas été bon aussi, vous voyez. Et donc, les qualités vraiment de leader vont favoriser la confiance et vont influencer cette dynamique. On voit bien qu'il y en a plein de qualités. Je vous en ai mis quelques-unes, on pourrait en voir beaucoup plus, mais vous voyez, c'est vraiment le côté de l'empathie, la communication ouverte, c'est-à-dire l'écoute, l'intégrité, la vision partagée, les responsabilités qu'on va donner, qu'on a nous-mêmes, mais qu'on va aussi donner, l'écoute active, on l'a vu, support et encouragement.
Le côté de stimuler aussi l'innovation, c'est-à-dire ce qu'on appelle un leadership transformationnel, c'est-à-dire que parfois on a vu aussi des innovations. On va mettre un joueur. On peut faire aussi un petit retour sur le côté du handball, Jackson Richardson, qu'à un moment donné on lui a fait confiance dans l'équipe de hand. Il avait un jeu complètement fou, mais à un moment donné on lui a fait confiance. Le sélectionneur lui a fait confiance, il est rentré, il a transformé l'équipe quand c'était les Barjots. Et là, c'est vraiment quelque chose de leadership où il y a derrière une construction de confiance qui s'est mise en place avec de l'innovation, parce qu'il avait un jeu fou. Et c'est ça. Certains ne l'auraient peut-être pas sélectionné. Et là, le manager de l'époque l'avait sélectionné. Donc tout un tas de qualités qui vont avoir un impact sur cette fameuse confiance en équipe, le leadership, à développer, donc pas forcément intuitif, c'est pas forcément acquis sans travail, cultiver le leadership, ça peut, mais bien souvent effectivement, lorsqu'on arrive entraîneur dans le sport, c'est après toute une carrière. Et donc il y a aussi il y a de la compétence. Il y a de la compétence, il y a l'expérience, il y a eu aussi du coaching. Enfin bref, on apprend en faisant au travers de cette carrière de sportif. Alors, on est aussi confronté dans les équipes à des questions de gestion des conflits. Oui. Comment une bonne gestion des conflits peut-elle favoriser la confiance en équipe ? Cette dernière slide, en fait, elle est aussi importante parce qu'on n'est pas dans un monde non plus de bisounours dans le sport, et on voit bien qu'on a ce fameux facteur humain, comme on entend souvent, qui revient, et on est sur des égos. On est sur des égos dans la confiance. C'est-à-dire, parfois, certains ont travaillé l'estime d'eux-mêmes avec un degré très très prononcé, sans avoir aussi fait un travail aussi de prise de recul. Donc il y a parfois aussi beaucoup d'arrogance, etc., qui peut être perçu comme de l'arrogance. Tout est aussi une question de perception dans l'équipe, c'est-à-dire ou comment l'entraîneur peut positionner. Ouais, c'est le chouchou. Donc c'est très très important. Et il va avoir, on va dire même obligatoirement, des conflits à gérer. Et ces conflits, il faut les gérer pour justement renforcer la confiance. Ça ne veut pas dire il faut les accepter et il faut les gérer. C'est-à-dire, et la gestion, donc, elle est cruciale justement pour maintenir et renforcer la confiance au sein de l'équipe. Donc la résolution, elle passe par différents stades, notamment, alors je vous en ai mis quelques-uns, mais qui sont assez actualisés. C'est-à-dire, il y a de plus en plus, on voit la CNV qui est arrivée, notamment la communication, on va dire, non violente. C'est-à-dire vraiment, il y a une capacité d'écoute, à écouter activement pour comprendre les perspectives des autres avant de répondre. Il y a un versant très, très émotionnel d'écoute là. C'est-à-dire, à un moment donné, on est susceptible d'avoir vraiment une écoute très, très active et d'utiliser un langage aussi, le langage, les mots. On l'avait vu, notamment si on repart du langage interne. Et le langage et la sémantique est très, très important parce que les mots peuvent exprimer... Alors, les mots, entre guillemets, peuvent venir des mots, MAUX. Et ce qu'on appelle... moi, ce que j'appelle les mots, ça peut être une maladie textuellement transmissible. Dans le sens où on peut dire des mots qui répercutent sur l'équipe des émotions négatives. Mais oui. Donc là, il y a un petit travail à faire. On peut le faire notamment sur cette écoute active et puis d'avoir les bons mots à un moment donné, et puis des fois peut-être se taire carrément parce que ça ne sert à rien d'engager plus. On va aller plus dans le conflit et puis on va l'alimenter. Il peut y avoir aussi des médiations par un tiers. À un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, vous voyez bien que dans le sport comme dans l'entreprise, on est partout pareil, même dans des collectivités. À un moment donné, quand deux personnes sont obstacles, on est passé du désir mimétique à la rivalité, puis le côté obstacle. L'intervention de quelqu'un qui va médier, ça peut être intéressant pour résoudre un petit peu une certaine neutralité aussi. Un terrain un peu neutre. Des accords de collaboration, c'est-à-dire on peut aussi construire dans l'équipe ce que font pas mal d'équipes collectives, c'est-à-dire on l'a vu aussi, on parlait d'Onesta dans le handball, c'est-à-dire là c'est presque établir des règles de base, c'est-à-dire oui mais ok vous voulez être champion du monde, d'accord, mais il y a des règles de base communes, notamment au niveau de vos interactions, peut-être que vous allez essayer de les construire ensemble aussi vous. Je vous donne quelques billes, mais après vous pouvez le faire aussi vous-même.
Il peut y avoir une construction de règles aussi entre les joueurs, qui les construisent aussi eux-mêmes. Pas forcément que l'entraîneur ou le manager. Et puis, toujours ces feedbacks qui sont constructifs, c'est-à-dire il faut quand même, à un moment donné, organiser des réunions. Alors, ça peut être du 1 à 1 aussi, ou du collectif. Mais parfois, le 1 à 1 peut fonctionner. C'est-à-dire, on va prendre une personne, on peut le dire aux autres, je vais rencontrer telle personne en 1 à 1 pour résoudre des conflits. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Parce que la personne avec un groupe va pas se comporter de la même manière souvent en 1 à 1. C'est-à-dire là, il va peut-être se dévoiler, discuter, puis il peut avoir une sorte de confidentialité qui s'installe, et puis ok, j'ai compris le problème, etc. On va le résoudre, on va essayer de le résoudre ensemble. Et puis après, est-ce que tu vas en parler à l'équipe? Oui, cette partie-là, je veux en parler, mais celle-là, je ne veux pas en parler, ça reste confidentiel pour moi. C'est vraiment aussi un travail de psychologie. On est là-dedans aussi, vous voyez. Oui, donc, il faut quand même... là, on est vraiment... ça nécessite quand même des compétences très avancées pour les entraîneurs, les coachs. Certains le font implicitement. Ça se fait, ça peut se faire naturellement. Oui, avec l'expérience aussi de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... C'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, il y a des préparateurs mentaux qui forment des coachs, qui forment des entraîneurs, pour donner des billes en parallèle. Et après, eux, ils vont s'en servir avec leur équipe. On pourrait faire un parallèle avec le management. Bien souvent, on a tendance à considérer que le management, c'est quelque chose qui peut, non pas s'improviser, mais se construire sans avoir de fondamentaux, alors qu'en réalité, effectivement, le temps peut permettre les choses. Mais en ayant un coaching, justement, au management, on peut peut-être gagner un petit peu de temps, éviter un certain nombre d'erreurs que bien souvent on apprend à ses dépens. J'imagine que dans le sport, c'est pareil. C'est un process rationnel un peu intellectualisé, mais on l'a toujours évoqué dans ces causeries et de plus en plus on le cause, c'est que notre cerveau il est limité en conscience. À un moment donné, il faut intellectualiser des choses, il faut qu'on aille dans des directions, il faut qu'on ait des croyances. Alors, la communication non violente, on le voit, on a aussi la question de l'autonomie, la capacité aussi à travailler de façon collaborative, à définir des règles. La question du feedback, des feedbacks qui sont très importants et sont des éléments fondamentaux pour la motivation. Donc la confiance en équipe conduit à la motivation pour gagner, pour réussir, pour performer. Ouais. On voit que c'est un petit peu comme le cuisinier qui a des ingrédients, qui va alors soit on fait une bonne recette, soit elle est un peu ratée. Donc, et on change de recette. On met un peu moins de sel, voilà, un peu plus de poivre. Là, on est sur la résilience, on est sur l'échec, l'erreur, etc. On revient à toutes ces discussions qu'on a eues ensemble. Merci Éric Lacroix. Alors, comme à notre bonne habitude, vous allez nous proposer des ouvrages, des programmes de lecture pour compléter cette causerie. Oui, alors le premier qui paraît un peu, pas forcément dans la discussion, mais quand même, Boris Cyrulnik, des âmes et des saisons, qui parle de psychoécologie dès l'instant même où l'enfant, dans le ventre de sa mère, il a déjà des ondes. Il sent déjà les ondes, il est déjà finalement dans une construction physique et mentale. Et en fait, ce qu'il dit, c'est vraiment que notre corps et notre esprit sont modifiés par la vie, devront s'adapter dans un monde toujours nouveau. Donc il faut aussi, on parlait de la nouveauté par rapport au stress. Donc pour avoir confiance finalement en l'autre aussi, il faut faire un gros travail personnel de son âme. Et c'est ce que prône un peu Boris Cyrulnik. Je trouve intéressant, en profondeur. Des âmes et des saisons, Boris Cyrulnik. Voilà, et puis le deuxième qui est vraiment en lien avec ce qu'on évoque, François Tadei, que je vous avais déjà proposé, qui parle justement de cet aspect collectif très important et qui parle justement de versions contagieuses. Voilà, fait vraiment le côté de la pensée virale notamment. Et de ce côté et si nous, ça veut dire que le nous pour lui est fondamental à la construction d'un projet. On ne peut pas vivre isolé tout seul, on va le faire avec les autres. Et notamment, il parle pas mal d'écologie, de pas mal de sujets qui sont actualisés. Je l'avais déjà présenté. Je le représente parce que je le trouve fondamental. Vous le trouvez fondamental. Comment relever les défis du XXIe siècle. C'est ça. Ouvrage que vous considérez comme fondamental. Merci beaucoup, Éric Lacroix, pour cette causerie passionnante sur la confiance en équipe. Et rendez-vous pour poursuivre prochainement cette série sur l'exploration mentale. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Thank you.